La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, cher Xavier Darcos, Monsieur le chancelier honoraire, Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, Monsieur le ministre, cher Jean-Jacques Ayagon, Vos Altesses royales, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les conservateurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chère Françoise Marquet, chère Domitille Loirette, Mesdames et Messieurs et chers amis, je vous souhaite donc la bienvenue cet après-midi au Palais de l'Institut de France, au nom du secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Laurent Petit-Gérard, et du vice-président Pierre Caron, ainsi que de tous mes confrères membres et correspondants. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui sous cette coupole. Au cours de cette séance, M. Jean-Marc Bustamante, élu le 7 décembre 2016 au fauteuil de Zhaobuki, sera officiellement installé dans la section de peinture de l'Académie. Le protecteur de notre compagnie, le président de la République, Emmanuel Macron, accueille en cette minute même le président de la République du Rwanda et nous a fait savoir qu'il ne pouvait malheureusement pas assister à cette séance. Il m'a chargé, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, de transmettre ses plus chaleureuses félicitations à Jean-Marc Bustamante, dont l'élection a été approuvée par décret présidentiel en date du 6 janvier 2017. J'appelle tout de suite à la tribune notre confrère Henri Loirette, qui va maintenant prononcer le discours d'installation. Cher Henri. Elle a quitté la ville affolée, les immeubles étincelants de verre et d'acier, la clinique luxueuse et l'ami mourant. C'est l'été. Le plein soleil découpe des ombres aiguës, exacerbe le noir et le blanc. Elle marche dans une banlieue indécise, terrain vague, voies désaffectées, églises et casins ruinés. Il l'a longtemps cherchée, la retrouve devant le kiosque qu'il fréquentait jadis. Il regarde autour de lui. Rien n'a changé, dit-il. Elle dément. Ça va changer très vite. Vous aviez choisi, monsieur, de présenter la Notè d'Antonioni dans une exposition qui vous était consacrée en 1992 à Eindhoven. Les errances de Giovanni Marcello Mastroianni et de Lydia Jeanne Moreau accompagnaient la présentation d'une série récente, Lumière, des photos en noir et blanc des années 30 aux années 50, prises dans des livres ou des revues, refotographiées, sérigraphiées sur des plaques de plexiglas et fixées par des attaches métalliques à quelques centimètres du mur. Le blanc aveuglant des lampes, des fenêtres et verrières, de l'eau miroitante, des stores éblouis de soleil, est le plexi lui-même, sans après, dans sa crudité. C'est par ces images mélancoliques d'une enfance, la vôtre, la mienne, puisque nous sommes quasiment jumeaux, que je suis entré dans votre œuvre. Préau, classe vide, piscine, douche, pédiluve, et quelque chose comme une cantine que votre travail arrache à la seule nostalgie du souvenir pour leur donner vibration et profondeur. La matrice documentaire s'élargit au format du tableau et sous le beau lac gelé et réfléchissant du plexi se creuse en couches successives et devient palimpseste. Cette hantise du tableau n'était pas nouvelle. Elle se manifeste dès votre première grande œuvre, une série justement intitulée « Tableau » de 76 photographies réalisées entre 1978 et 1982. On en perçoit mal aujourd'hui la nouveauté, quand grand format et couleurs se sont largement répandus. Mais alors, la prouesse technique, des tirages d'1 mètre sur 1,30 m, l'usage de la couleur, jugé trivial dans un monde qui voyait en noir et blanc, l'élection systématique de motifs infimes, l'épreuve unique, l'encadrement sans passe-partout, signalent votre originalité et font tableau. En peinture, tableau a un sens précis.
Lorsque Degas s'attelle à un tableau, il évoque une œuvre ambitieuse, de grand format, destinée à l'exposition et qui se distingue des portraits de complaisance comme des produits ou articles voués à la vente. L'humilité du sujet elle-même n'est pas nouvelle. La seconde moitié du XIXe siècle s'est volontiers éloignée des vues pittoresques pour privilégier les coulisses de la ville, ces banlieues mal équarries dont Huysmans exaltait les plaintives des errances. Vous avez un peu plus de 20 ans, vous divaguez en automobile aux alentours de Barcelone avec l'imposante chambre de 20 sur 25 cm et le pied qui soutient la prise de vue. Vous fixez des paysages que vous dites sans qualité, pensant à Musil, dans une obsédante dominante de vert et ocre. Vert d'une végétation persistante, pins, palmiers, cactus, poussés au hasard et dépourvus de tout exotisme méditerranéen, ocre des tranchées, des remblais, des sols pauvres et pelés ou terrassés pour une improbable construction. Et tout le lexique d'une architecture misérable, hangars, cabanons, tours et bars, villas aveugles, piscines sans eau. Des snapshots lents, dites-vous, certainement pas des instantanés, qui arrêtent le mouvement mais le supposent et restent toujours sonores. Car de mouvement il n'y a pas plus que de bruit. Le ciel peut varier, la nuit tomber, tout demeure immuable. Vides de présence humaine, ces paysages sans qualité refusent la fiction, mais sont images mentales, objets de pensée. Car tableau, ils se contemplent et se méditent, s'érigent en vanité. On dirait alors volontiers que si vous avez été élu dans notre section de peinture, vous avez commencé comme photographe. Et votre seul exemple, si répandu aujourd'hui, suffirait à prouver l'obsolescence des catégories auxquelles notre Académie s'accroche. Mais vous le répétez, ce n'est pas la photographie qui m'intéresse, c'est le photographique, entendant par là les infinies possibilités qu'offrent ces techniques. Elle vous permet de mettre en perspective le monde en le fixant, en multipliant les cadrages, les ouvertures, les fermetures, les passages. Et vous resterez fidèle au processus, à la lumière, aux surfaces sensibles, même si plus tard vous constaterez les limites de ce médium. La photographie reste la pierre angulaire de votre œuvre. Elle fournit un matériau dont l'usage est multiple. Image certes pensable selon l'ordre d'une finalité, mais aussi traversée d'autres possibles. Réservoir inépuisable pour les œuvres à venir. Elle unit en vous le travail du peintre, du sculpteur, de l'architecte, en est le vocabulaire commun, le répertoire partagé. C'est à la photographie que vous devez votre formation. 5 années passées à tirer des images, à les voir surgir progressivement du néant, à les révéler. Et ce mot de révélation, qui est à l'origine même de votre œuvre, lui convient, tant elle donne à voir un monde que nous n'aurions pas soupçonné et dont sans vous, la géographie, les habitants, les climats, les lumières, nous seraient restés inconnus. Votre maître fut William Klein, photographe, peintre, graphiste, cinéaste, un galvanisateur, comme le dira une des fashionistes de son étonnant « Qui êtes-vous, Polymagou ?» Pendant 2 ans, vous êtes son assistant et tirez l'entier de son œuvre photographique. Une formation pratique, efficace, mais sur un univers qui n'est pas le vôtre. Klein voit toujours de très près, tranche dans la foule agitée, fait tenter la rumeur, fixe les grandeurs et misères de notre époque. Vous ne vous intéressez que peu à la figure humaine. Vous serez distant, silencieux, en marge. Nous sommes en 1977. Le jeune Toulousain de 25 ans, né d'un père équatorien et d'une mère anglaise, entre dans la carrière. Le mot peut paraître redoutable en ce qu'il suggère un plan défini, avoue une ambition, ménage les possibilités d'arrangement et de compromission, convoque les vanités de la réussite matérielle et les illusions de la gloire. Mais il rappelle aussi que l'artiste n'est pas mu par ses seuls ressorts, qu'il ne puise pas qu'en lui-même toutes ses ressources,
que l'œuvre ne se développe pas organiquement sous un ciel indifférent, jamais heurté, jamais confronté. Certes, l'élan créateur dans sa marche à l'étoile poursuit inlassablement un but toujours plus éloigné et incertain, expérimente sans cesse, prend tous les risques et ose l'abîme. Mais s'il est irrésistible, si comme le Faust de Goethe, il s'incarne dans un esprit qui va toujours frénétiquement de l'avant, il doit cependant mitiger son impatience foncière et se réconcilier avec le présent. L'artiste porte avec lui tout un monde, constitutif de son œuvre, ceux qui l'inspirent, ceux qui matériellement la produisent, ceux qui la regardent et l'étudient, ceux qui l'exposent, ceux qui l'achètent. Ce qui pour certains est douloureusement vécu ou péniblement accepté est pour vous naturel et même stimulant, car vous êtes au monde. Vous en acceptez non seulement les usages, nous le voyons aujourd'hui, et les contraintes, mais loin de vous retrancher, vous poursuivez les collaborations, vous montrez soucieux d'enseigner. Professeur, vous l'avez été plusieurs années à Amsterdam, puis à Munich, enfin aux Beaux-Arts, où vous l'êtes toujours, bien que vous en soyez devenu directeur. Votre enseignement n'est pas dogmatique, pas de programme, pas de théorie, dites-vous. Et vous ne cherchez pas non plus, en cultivant des petits Bustamante, à vous enorgueillir d'une filiation forcée. Car vous êtes de ceux qui préfèrent les esprits libres et possiblement divergents aux médiocres de stricte obédience. Les 5 années d'études doivent former ce que vous appelez de beaux esprits, en leur offrant la liberté du voyage, en leur donnant la possibilité de l'expérimentation, en leur permettant de trouver leur chemin après avoir hésité à chaque carrefour, en les ouvrant aux disciplines les plus diverses. Avec vous, le cinéma, la bande dessinée sont entrés aux Beaux-Arts de Paris. Aux étudiants, vous voulez offrir tous les possibles, car il y a chez vous une tendresse nostalgique pour les œuvres de jeunesse. Leur impétuosité mal maîtrisée, leur fureur, leur irrévérence, leur impatience qui conduit beaucoup, Goethe encore, à aller directement au 5e acte. Elles n'ont pas la rigueur et le fini qu'apportent l'habitude et le métier ressassé, mais la lumière toute neuve du premier jour et un feu que l'on croit inextinguible. Directeur des Beaux-Arts, vous avez compris qu'il n'y a pas de meilleur professeur que l'école elle-même, son histoire, ses bâtiments, ses collections. Votre souci patrimonial est un souci éducatif. Quand la triste période post-68 a voulu démembrer, après l'avoir saccagé, cet étonnant assemblage, vous vous attachez à en réunir tous les éléments, à restaurer dans toutes ses composantes cet ensemble magnifique. Grâce à la compréhension du Louvre, le chef-d'œuvre d'Ingres, Romulus vainqueur d'Acron, a retrouvé sa place dans l'amphithéâtre. Vous sera-t-il donné de faire revenir un jour le portique de Gaillon, dont l'absence détruit le bel ordonnancement voulu par Duban? De ce montage composite, vous faites, dressant des parcours, un musée expérimental. Les plâtres et copies peintes de la chapelle, les ouvrages des prix de Rome, l'admirable collection de dessins, la bibliothèque, redeviennent source d'émulation et retrouvent leur vocation d'une pédagogie historiciste. Vous reprenez le dessin de Duban, qui insérait les éléments anciens dans un tissu moderne. Vous n'inventez pas, vous refondez. Ce goût, ou plutôt cette nécessité de l'autre, et tout ce que cela induit d'ouverture, d'échange, d'apport mutuel, est à l'origine même de votre œuvre. En 1980, vous rencontrez le sculpteur Bernard Basile. 3 ans plus tard, débute une collaboration inédite qui, sous le nom unique et lié Basile Bustamante, verra la création d'une 50aine d'œuvres. Réagissant avec vigueur et ironie au goût des années 1970 pour l'art conceptuel, elles opposent à la seule considération de l'idée la présence entêtante de l'objet, qu'il soit peinture, sculpture ou photographie. Mais en février 1987, vous décidez de dissocier cet étonnant attelage et c'est seul que vous participez à la Documenta où vous aviez été invités tous deux. Avec le temps et passé l'amertume de la rupture,
Vous soulignez que vous devez à cette collaboration l'essentiel de votre formation artistique. Après l'apprentissage chez William Klein et la maîtrise de la pratique photographique, le travail avec Bernard Basile vous ouvrait à d'autres disciplines, la peinture, la sculpture, faisant de vous ce qu'on appelle, faute de mieux, un plasticien. Pour l'autodidacte que vous étiez, ce fut, dites-vous, votre école des beaux-arts. Les œuvres réalisées durant ces 3 années connurent un succès immédiat et vous permirent de trouver d'emblée votre place dans le monde de l'art. Dès la première exposition Basile Bustamante en 1984 à la Galerie Couzel-Husneau, le Centre Pompidou, grâce à Bernard Blisten, vous achète une œuvre. D'autres expositions suivent immédiatement à Francfort, Villeurbanne, Lyon, Anvers. Désormais, vous étiez sous notre regard, nous ne vous quitterions plus des yeux. De Baudouin-le-Bon, qui en 1982 exposa 10 de vos tableaux photographiques, à Chantal Crouzel et Guylaine Huslot, à Berbel Gresslin, qui à Francfort présente tant d'artistes dont vous êtes proches, à Xavier Hufkens à Bruxelles, à Tadeusz Ropak aujourd'hui, ardent zélateur de votre œuvre, vous avez été constamment et efficacement soutenu par de belles et bonnes galeries. Les musées et les grandes manifestations internationales, Documenta, Biennale de Venise, ne sont pas en reste. À partir du milieu des années 1980, vous exposez dans les plus importants musées européens, mais aussi en Extrême-Orient, butant comme tant d'artistes français sur les États-Unis. Cette reconnaissance, cette divulgation large et régulière de votre œuvre sont dues pour une large part à ceux qui vous aiment, s'attachent à votre travail, l'accompagnent, le commentent. Bernard Blisten, Bernard Lamarche-Vadel, Jean-Pierre Criqui, Fabrice Ergotte, Alfred Pacman, Éric de Chasset, Pénélope Curtis, Christine Montalbetti. Leur qualité, leur fidélité constituent le plus beau des hommages. De ces proximités naissent des projets originaux. En 2007, à l'initiative de Fabrice Ergotte, Jean-Pierre Criqui propose au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg ce qu'il appelle un pari. Mettre en regard, selon un réseau d'affinités et d'échos, votre œuvre et celle d'Ed Ruscher. 5 ans plus tard, à la Villa Médicis, Éric de Chasset vous rapproche de Peter Sandredam pour un dialogue qui, dit-il, n'est pas la mise au jour d'une inspiration ou d'une influence plus ou moins cachée, mais bien plutôt la reconnaissance d'une parenté. Cette reconnaissance de parenté ou cette recherche de paternité ou l'établissement d'une généalogie ou encore une cartographie des proximités est une obsession des critiques et des artistes eux-mêmes. Légitime parce qu'elle permet de situer et de se situer, aussi efficace et parfois vaine, aussi propice à la rêverie et aux échappées que dans un texte les métaphores. Ingres n'aura de cesse que de s'inscrire dans un ciel étroit et dogmatique. Il bâtit une généalogie impeccable qui peut, à partir de Raphaël, exhiber tous ses quartiers, mais sera dans sa descendance anémiée par trop de consanguinité. Manès affirme en fils prodigue, héritier de Titien et de Velázquez, mais abattardi par de revigorantes mésalliances, le Japon, la photographie, l'art populaire. Petit-fils d'Ingres et dessinateur né, Degas accueille avec empressement les audaces et la fougue du coloriste et pose en 3e personne d'une glorieuse trinité, Ingres, Delacroix, Degas. Votre monde a des contours plus vastes et plus flous. Notre époque le veut, qui gomme les frontières, multiplie les centres artistiques, fait heureusement émerger ce qu'il y a peu on ignorait, encore en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine. Elle voit large, mais peu profond, plus soucieuse de géographie que d'histoire. Ce que j'ai voulu faire au Louvre en invitant nombre d'artistes d'aujourd'hui à porter leur regard sur le palais et ses collections ne trouve guère de réciproque, et s'ignorance et s'amnésie dans les musées d'art moderne et contemporain. Votre tropisme n'est pas strictement français, mais européen. Vous constatez chez nous une certaine réticence devant un art jugé trop élégant et trop décoratif.
mais vous trouvez des amateurs nombreux et fidèles en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas. Au fil des années, ceux qui se sont intéressés à votre œuvre l'ont placé dans un ciel où brillent peu d'étoiles françaises. Vos premiers travaux photographiques suscitent des rapprochements avec ceux de Walker Evans, Ansel Adams, Lee Friedlander, Rudolf Burkhardt, avec lesquels ils ne partagent à vrai dire qu'une légère consonance thématique. Plus tard, quand on lira sur et à travers le plexiglas lambeaux, trous et crevasses, surgiront les noms de Jean Hart, de Fontana, de Clifford Steele. Et quand la sagacité d'Éric de Chassey et de Jean-Pierre Criqui vous apparit, c'est avec Peter Sandredam, peintre hollandais du XVIIe siècle, et Ed Ruscha, artiste américain contemporain. Vous-même, à cet exercice brassé large. Au fil de nos conversations sont naturellement apparus quelques noms obligés, amis, compagnons de route, admiration. Mais votre volubilité naturelle en ajoutait d'autres, jamais ou rarement cités auparavant, et qui, dans l'harmonie établie, faisaient entendre une note profondément dissonante. Nous venions d'évoquer Robert Heyman avec toute la référence et la componction que réclame son œuvre magnifique et austère. Quant à l'improviste, vous fîtes partir dans le ciel à tonnes les fusées éclatantes et bariolées de Howard Hodgkin et de David Hockney. Revenant sur vos tableaux photographiques, vous reconnaissez votre dette envers Anthony Tapies par ce rapport à la terre, à la marque, à l'empreinte. De Philip Guston, des planches cloutées de ces tableaux, vous reprenez pour la fixation visible et démonstrative de vos plexiglas sérigraphiés son répertoire d'attaches, de pinces, de tenons. Aujourd'hui, entrent avec vous dans notre académie bien des artistes dont le nom même n'aurait pu être prononcé il y a quelque temps. Ils vous accompagnent comme ils ont accompagné votre vie. Juan Muñoz, Günter Fürg, Martin Kippenberger, Albert Heulen, Thomas Schutte, Reinhard Mocha, Wayne Thiebaud, Bryce Marden. À ce panthéon composite, il faut encore ajouter un nom. Il est venu tard dans nos conversations, peut-être parce que généralement oublié quand on parle de vous, mais pour moi, constamment sous-jacent. En ce dimanche après-midi, nous avions depuis 2 heures déjà parlé de vous, c'est-à-dire d'abord des autres et de ce qui vous est le plus extérieur, l'école, les galeries, les musées. Nous en étions à ce moment de lassitude sensible, ponctuée par est-ce qu'on a fait le tour, on n'a rien oublié, quand soudain déboula, était-ce vous, était-ce moi? Non, c'était moi. Évident et fracassant, Sigmar Polke. Son nom immédiatement placé à sa juste place, c'est-à-dire au plus haut, vous ranima et entraîna la coda de notre conversation, réservée à votre souci constant de l'expérimentation, à ce que vous pourriez tenter encore dans les prochaines années. À y regarder de plus près, dans la brassée apparemment hétéroclite des artistes qui vous inspirent, je décèle un point commun, cette volonté d'expérimentation, de ne jamais se reposer sur une formule toute faite. Vous dites « je suis incapable de rester sur un même médium », vous dites encore « j'aime les situations limites », voir jusqu'où on peut aller. Et quand on vous demande quel est le plus grand peintre d'aujourd'hui, vous répondez « Gerhard Richter, hélas ». Vous constatez ainsi la grandeur d'une œuvre toujours renouvelée, mais exempte de toute prise de risque. À l'inverse, Sigmar Polke ne cesse d'innover techniquement, progresse en terrain inconnu, se fourvoie parfois, mais tente toujours. En cela, vous êtes proche de lui. Vous traquez le mot juste, l'expression inusitée, éprouvez le moyen technique le plus apte à les traduire. Flaubert écrivait à Louise Collet « Il y a dans la poétique de Ronsard un curieux précepte. Il recommande aux poètes de s'instruire dans les arts et métiers, forgerons, orfèvres, serruriers, etc., pour y puiser des métaphores. C'est là ce qui vous fait, ajoute Flaubert, en effet, une langue riche et variée. Et si votre langue est riche et variée, elle le doit, monsieur, à cette curiosité inassouvie pour le procédé. »
Toujours poussé vers de nouveaux rivages, vous n'élevez pas une cathédrale où, selon un plan établi, toute chose trouve progressivement sa juste place. Vous avancez vers cet horizon chimérique qui donna son titre à votre rencontre avec Ed Ruscher. Le territoire est inexploré et n'a fait encore l'objet d'aucun relevé. Vous élevez votre œuvre, vous partez plus loin. Le besoin que vous avez de la géométrie, du quadrillage, répond à la nécessité d'arpenter ces lieux inconnus. Aujourd'hui, c'est sur papier millimétré que vous dessinez, dessin agrandi par la photographie et qui devient tableau. Vous trouvez ainsi le moyen de donner une assise, une stabilité momentanée à ce qui est chez vous, par nature, fruit du doute et de la divagation. À vos débuts, vous aviez privilégié le nulle part. En 1998, à la Tate Gallery de Londres, vous exposez Something is Missing, le journal photographique de vos pérégrinations en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Israël, où vous vous attachez à ces villes de l'errance que sont Buenos Aires, Tel Aviv, Miami. Plus loin encore, vous traquez ces maisons insomniaques qui veillent aux limites du monde. Car vous pensez l'art comme des lieux, mais des lieux précaires, provisoirement investis et confortés en attendant d'aller ailleurs. Jamais vous ne vous fixez. Les œuvres se détachent du mur, du sol, sont en lévitation ou en suspens. Elles n'arrêtent pas le regard, mais transparence du plexi non couvert, barreaux d'une cage, évidemment du pièce sculptée, offrent toujours ce qui permet de passer au travers. À peine posé, vous cherchez l'issue. Et cela va de pair avec le goût que vous affirmez pour le pas fini des choses. Vous êtes, et le regardeur avec vous, toujours dans l'expectative. L'errance, l'instabilité, l'attente, le suspens sont la marque de votre œuvre. Au sujet de Wilhelm Meister, Goethe écrit à Schiller que c'est l'œuvre d'une progressive durée, autrement dit l'œuvre d'une vie, qui se développe presque à son insu, toujours exploratrice, toujours en devenir, imprévisible dans son déroulement, car répondant au seul hasard de la marche et des rencontres. Vous avancez de même, mais heureusement guidé par cette baguette divinatoire qui indiquait à l'écrivain où était l'or et qui toujours murmure une cadence. Cette cadence, vous la trouvez dans l'exposition de vos œuvres, ce qu'implique leur ordonnance, ce que suggère le génie du lieu. Ainsi, les photographies individuelles de Something is Missing s'arrangent en diptyque, en triptyque, ou par 6, ou par 9, selon les affinités qu'a posteriori elles révèlent. Des images de la série Lumière sont associées à des cages de métal que vous avez dessinées et dans lesquelles sont enfermés des oiseaux vivants. Avec Stationnaire 1, vous combinez dans une vaste salle 6 ibachromes montrant un rideau de cyprès, un panneau de papier japonais et 16 modules identiques de ciment et de laiton à même le sol et diversement orientés. Avec Stationnaire 2, vous poursuivez à partir de la même matrice cette imbrication de la photographie et de la sculpture. Les funestes cyprès sont cette fois déposés, comme on dépose un corps dans un tombeau, dans des boîtes de ciment, ouvertes ou fermées, isolées ou empilées. En 2006, l'exposition Beautiful Days à Bregenz marque une étape importante. Elle voit la fin d'une période d'attente et de doute, et l'éclosion, on voudrait dire l'explosion d'œuvres nouvelles, réalisées sur 1 an et demi en vue de cette manifestation. Sérigraphie sur plexiglas de grand format, aux couleurs éclatantes, trophées à les découpes implacables des cartes de géographie, ou vastes tableaux dont les couleurs vives et franches sont partout déchiquetées par la transparence du plexi. Dans la recherche de l'éblouissement qui conduit ces créations nouvelles, l'admirable architecture de Peter Zumthor joue un rôle décisif. Vous évoquez les proportions idéales de chacune des salles, la rigueur des matériaux et la qualité de la lumière, les murs de béton brut qui rehaussent la fraîcheur et l'éclat des encres sérigraphiées. L'architecte devient le collaborateur de votre œuvre, aussi déterminant que l'atelier qui, à Besançon, produit les pièces que vous créez. Mais alors même que vous illuminiez le musée de Bregenz de 200 lampes progressives jusqu'à l'embrasement total,
Alors même que l'exposition Beautiful Days, la bien nommée, signait votre naissance et triomphait, vous tempériez le succès de Réflexions désolées. Vous évoquiez une génération peu comprise, la vôtre, coincée entre les noms de l'art conceptuel et minimal et l'avènement de l'art spectacle. Vous espériez une possible revisitation de ces œuvres désertées. Vous concluiez sur le mode convenu du temps qu'il y a de la vie, en affirmant votre volonté de travailler encore et toujours. On peut mettre cela sur le compte de votre mélancolie native, de votre distance élégante et affichée, plus sûrement sur ce refus de vous situer et littéralement de prendre position. Mais je ne crois pas que vous soyez l'homme des retours et des considérations rétrospectives. C'était le soir d'un beau jour. Polk et tous les autres étaient repartis. Tu m'as proposé un dernier tour dans l'appartement pour revoir des œuvres anciennes et nouvelles. Au fil des pièces, dans ce beau décor néo-rocaille, un peu de toutes les époques de ta vie était là. Tu commentais avec le détachement d'un conservateur de musée, comme si tu parlais du travail d'un autre, et que tout cela était loin déjà. Devant tes derniers tableaux, tu as dit « Je me prépare à faire mes meilleures œuvres dans l'avenir ». Et feuilletant les dessins sur papier millimétré qui les préfigurent, je ferai une très belle exposition de musée, mais dans 10 ans. Degas disait, viatique de tout artiste, il faut avoir une idée très haute, non pas de ce que l'on fait, mais de ce qu'on pourrait faire un jour. Pour qui a essayé de te suivre dans tes aventures et nouvelles aventures, qui a quitté Toulouse pour se retrouver aujourd'hui avec toi sous la coupole, qui a crapahuté dans tant de terrains vagues, entendu des mandarins chanter dans des cages palestiniennes, qui depuis longtemps parcourt tes beaux lacs gelés, la route est déjà longue et la trajectoire passionnante. Et c'est dans cet instantané lent, qu'est une réception à l'Institut, que j'ai essayé de te fixer momentanément avant que tu ne repartes, cher Jean-Marc, créateur obstiné et toujours hanté d'une haute symphonie. Merci. Merci Henri Loirette. L'usage et les statuts de notre compagnie veulent que chaque nouvel académicien prononce l'éloge posthume de son prédécesseur et rappelle ainsi sa vie et ses travaux. Il vous appartient donc, cher Jean-Marc, de faire vivre à présent, par vos mots, la mémoire de notre regretté confrère Zhao Wuqi, élu membre de notre académie le 4 décembre 2002 et qui nous a quittés le 9 avril 2013. Vous avez la parole. Cher Henri, merci de tes mots. J'y suis évidemment extrêmement sensible. Nous nous connaissons peu et lorsque je me suis tourné vers toi, j'ai voulu m'adresser autant à l'homme qu'à son parcours. Conservateur du patrimoine, directeur du musée d'Orsay, président du Louvre pendant de longues années, pour reprendre ensuite ton chemin, celui d'un homme libre. Attentif, curieux, audacieux, ton action au sein de ces prestigieux établissements que tu as dirigés a démontré ta capacité à enjamber les époques, les mesurer, les comparer, les apprécier. Il semblerait que tu fais toujours ce qu'il te plaît, même au mois de mai, avec ce grand retour parmi nous, les académiciens. Cette liberté de ton, de choix, d'attitude, je viens ici la partager avec vous. Heureux d'être parmi vous, élu par mes pairs au fauteuil du regretté Zhao Wuqi. Ce grand artiste avait une grande affection pour l'Académie. Cette reconnaissance l'honorait et il était très fier d'appartenir à notre compagnie. C'était pour l'artiste étranger qu'il était un point de repère, un point d'ancrage précieux que je perçois aussi aujourd'hui parmi vous.
Ce qui me relie à Zaouki, c'est avant tout l'appartenance au monde dans son ensemble, le goût de l'aventure, une certaine obstination, celle qui nous permet d'être présents dans chaque instant de notre vie pour assumer la liberté de nos choix, la diversité des cultures, la passion de l'art, mais aussi celle des artistes. Zaouki est aujourd'hui reconnu dans le monde comme un très grand peintre. Dans ce monde dit global, où les artistes sont pour la première fois évalués davantage peut-être pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils représentent, les artistes s'émancipent aujourd'hui au-delà des barrières géographiques et culturelles. Une vraie révolution est en train de s'opérer sous nos yeux, la dispersion est de mise, les artistes apparaissent comme des éclaireurs dans un monde nouveau. Le général Diab disait « Quand l'ennemi se concentre, il perd du terrain. Quand il se disperse, il perd de la force. » C'est vrai dans un temps donné sur un champ de bataille. En revanche, la dispersion et la diversité de la production artistique dans le monde d'aujourd'hui font basculer les certitudes. L'art et les artistes occupent dorénavant une place particulière dans le monde. N'en déplaise à ceux qui pensaient détenir une vérité, les critères d'évaluation sont à revoir, les rattrapages historiques vont se multiplier. Aujourd'hui, il vaut parfois mieux être un artiste de Caracas plutôt que de Saint-Étienne, de Pékin plutôt que de Madrid ou de Rome. Nous nous trouvons face à des perspectives inversées, ce qui demande à l'amateur d'augmenter d'un seul coup son champ de connaissances, sa capacité de jugement et son esprit critique bien au-delà des effets de mode. L'art international, à mon avis, va disparaître, comme les artistes dits internationaux. Zaouki n'a jamais été un artiste international. Il est passé directement dans la catégorie supérieure qui la remplace, l'universalité. Ces nouveaux artistes du monde ne renient rien, bien sûr, de leurs racines. Zaouki a toujours su ce qu'il devait aux grands anciens, tout en rejetant toute forme de domination, d'assimilation ou d'influence protectrice. Il n'a jamais appartenu à aucune école. Et si la Chine, aujourd'hui, le revendique et le célèbre, ce n'est pas simplement parce qu'il est un peintre franco-chinois, mais aussi et surtout parce qu'il incarne pour ce pays une vision moderne et universelle du monde. En cela, Zaouki est un pionnier, et la reconnaissance va toujours à celui qui a su s'affranchir des modèles pour créer un nouvel espace en affirmant une puissance et une liberté sans pareil. Le prix de cette liberté, la solitude. Mais dans son cas, une solitude tournée constamment vers les autres, une solitude parmi les autres. Plus que des solitudes, les artistes, à mon avis, sont des îles qui n'appartiennent à personne, des plaques tectoniques qui dérivent et passent devant nos yeux. Elles s'entrechoquent, parfois disparaissent ou se stabilisent pour émettre jusque dans la nuit du temps, dans la nuit des temps. Durera celui qui se tient à sa place. Voilà un adage taoïste très cher à Zaouki, que je partage. Durera celui qui se tient à sa place. Dans un entretien avec Françoise Marquet, ici présente, que je salue, pour son grand dévouement à la diffusion de l'œuvre de son mari, et Dieu sait si les veuves d'artistes ont du mérite, Françoise me dit qu'un jour de l'année 2005, le peintre lui assène « J'arrête de peindre, j'ai perdu le chemin du monde invisible ». Cette phrase dit la différence de Zaouki avec les autres peintres de son époque. Peindre pour lui n'est pas un métier, mais une profonde nécessité, un parcours spirituel, celui d'un homme qui poursuit un chemin de l'intérieur. Son œuvre n'est pas programmatique ni conceptuelle, Zaouki ne semble pas avoir de plan préalable. Il est certainement l'un des derniers grands artistes à accéder à l'innocence. Zaouki n'est pas bavard. La plupart du temps silencieux, gentil et accueillant, il n'aime pas parler de son travail, peindre lui suffit. Ses tableaux le guident, il témoigne de sa recherche, difficilement soluble dans un monde qui s'organise et qui ne veut surtout rien manquer. Son art vient du monde, il y retourne, c'est un long chemin fait d'aller-retour pour l'approcher, le saisir, le goûter.
Zhao Qi intériorise au point de nous restituer sa vérité sous la forme du merveilleux. Très belle tentative d'effacement du peintre pour révéler le monde des formes de l'intérieur. Toujours tourné vers le dedans, avec une grande pudeur et cette volonté, malgré le chaos et la violence, de retrouver une certaine harmonie. Son œuvre, à la fin, voudrait nous révéler le résultat d'un combat et pourquoi pas une fin apaisée. Henri Michaud, son ami, dira de ses œuvres qu'elles sont bénéfiques. Belle expression, au demeurant si peu moderne, mais qui a le mérite de mettre en avant les grandes ambitions du peintre. L'artiste n'apparaît pas comme un deus ex machina, il peut se saborder à tout moment. L'œuvre de Zhao Qi est autant un laboratoire qu'un conservatoire. Michaud dit aussi « c'est par la nature que Zhao Qi se meut, se montre, qu'il est abattu, qu'il se ranime, qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il est enthousiaste, qu'il est tout pour ou bien tout contre, qu'il est bouillonnant, qu'il dit ce qu'il étouffe. » La grande modernité tient à ce que le regardeur reste le seul responsable de ce qu'il regarde, comme dit Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau, je rajouterai le fait ou le défait. Zhao Qi est irresponsable. Il ne cherche pas à nous convaincre, ses tableaux nous accompagnent plus qu'ils ne s'imposent, c'est en cela qu'ils sont bénéfiques. Dans les derniers tableaux du peintre, le monde s'apaise. Une harmonie est possible alors que tout au long de ce chemin, on assiste souvent à un corps à corps, à la lutte de la vie contre l'anéantissement. Le peintre ne manque jamais de faire figurer le vide. Zhao Qi a la force de croire à l'art avant toute chose. Il croit à la victoire de l'art qui guérit, à l'art qui sauve. Son parcours est long et solitaire. Ses tableaux seront jugés par certains comme trop figuratifs ou trop abstraits, trop chinois, pas assez européens. Mais que représente aujourd'hui l'Europe parmi les continents? Zhao Qi s'abreuve aux sources plurielles qui le constituent. Alors, ce petit chez-soi que l'on préfère au grand chez les autres n'a plus de sens. Pour Zhao Qi, rien n'est assez grand. Ses peintures nous donnent le tournis comme celles de Turner en leur temps. La vérité dans la démesure, c'est aussi le Zhao Qi parfois tellurique. C'est vrai, il a choisi à certains moments de nous montrer des espaces élémentaires secoués par la violence du monde. Et c'est avec la plus grande des jubilations qui n'appartiennent qu'à lui qu'il n'a pas craint de peindre des lieux mythiques, archétypaux, des montagnes, des nuages, des fleuves, des vagues, des brumes. On les voit, on les imagine, on les scrute, ils s'évaporent. Il nous en propose des pans entiers, des diptyques, des immenses polyptyques, ou alors des fragments réminiscents de la peinture chinoise, même si Zhao Qi détestait ce qu'il appelait les chinoiseries. Il mettra du temps à trouver le juste équilibre qui a fini de hisser sa peinture pour la rendre universelle. Personnellement, j'ai toujours été intéressé par les œuvres de jeunesse et de vieillesse des artistes. Et chez Zhao Qi, ce sont celles que je préfère. La fraîcheur des jeunes années, la conquête suivie d'un cortège de batailles pour affirmer son territoire jusqu'à l'accomplissement du geste dans la plus grande sérénité, dans la plus grande simplicité, qui synthétise et définit tout. Pour paraphraser Claude Roy, en parlant de Zhao Qi, les bons peintres rajeunissent en vieillissant. C'est son cas. Alors, reprenons les choses dans l'ordre et remontons le temps. Wu Qi, de son nom Zhao, est né à Pékin un 1er février 1920. Il est l'aîné d'une famille de 7 enfants. C'est une ancienne famille qui remonte à la dynastie Song, famille d'intellectuels cultivés, où la peinture est à l'honneur. Son père est banquier, Zhao Qi est doué, il se passionne pour la littérature, l'histoire, tant chinoise que mondiale. Il dessine très jeune, peint aussi, sa vocation surprend, mais n'est pas contrarié par sa famille. Il apprend la calligraphie auprès de son grand-père. Et quand le jeune homme eut terminé ses études secondaires, il décide de refuser de rentrer à l'université et demande à sa famille d'intégrer les beaux-arts. La Chine, en ce temps-là, est traversée par des événements tragiques, sans précédent. La Chine bascule, elle est aux mains des seigneurs de la guerre. L'insécurité est partout, la violence règne, on s'entretue avec la plus grande des cruautés, on décapite. Le jeune Wu Qi
et terrorisés. Il n'est pas rare de voir dans les rues des pendus aux arbres, d'assister à des exécutions et de voir des têtes rouler au sol au milieu des giclées de sang. Brigandage, pillage, révolte contre la misère et la présence des étrangers qui colonisent le pays. La famille Zhao, pourtant très riche et scandalisée par la corruption du régime de Chiang Kai-shek, et croit à la longue marche de Mao Tse-tung, espérant que la Chine connaisse enfin autre chose que la famine, les colonisations brutales, celles des Japonais, comme celles tout aussi arrogantes des Anglais. La présence française, de son point de vue, semble plus acceptable, et c'est pourquoi le jeune Wookie choisira notre pays au moment de partir. À cette époque, l'enseignement en Chine est très traditionnel, autant pour la peinture occidentale que chinoise. Zhao Wookie s'ennuie d'un tel académisme et recherche la légèreté, la fraîcheur, celle des impressionnistes français bien sûr, mais découvre aussi les œuvres de Cézanne, Matisse et Picasso. Doté d'une grande force de travail, Zhao Wookie passe son temps à copier les maîtres occidentaux, essayant de comprendre cette autre manière de peindre, de dessiner, de poser la couleur. La guerre terminée, il demande à sa famille l'autorisation de partir à Paris pour se confronter à ces modèles qu'il admire et juger sur place de leur pertinence dans son propre discours. Zhao Wookie décide de quitter cette Chine malade qui aspire à autre chose et qui idéalise un nouveau modèle où l'art n'a pas sa place. Artiste, il veut créer son chemin qui n'appartient qu'à lui-même. Il veut parcourir le monde avec le souci premier de rendre visible à sa manière ses passions et ses tourments. Et c'est avec une curiosité rare et une grande modestie qu'il arrive à Paris, s'y installe et s'immerge dans ce monde artistique riche en personnalités en tout genre. Il aura la chance ou la manière de reconnaître les meilleurs et de se les attacher. Il aura cette omniscience de célébrer la vie avec des créateurs de talent qui savent que le monde les dépasse. Quand Zhao Wookie fait le portrait de quelqu'un, le sujet n'est pas cette personne, mais les relations qu'il entretient avec cette personne. Il est naturel pour lui d'entretenir des relations d'admiration avec les poètes, les peintres, les penseurs. Il n'y a pas en lui ce concentré de vanité qui pourrait l'en empêcher. L'art de Zhao Wookie est tissé d'amitié, de partage et d'hommage. Cette grande force intérieure ne lui fait rien craindre des autres, et c'est avec la plus grande des élégances qu'il creuse son sillon, bâtit des ponts et jette des passerelles entre les mondes. Zhao Wookie a besoin pour peindre d'un grand isolement, d'où la nécessité de travailler dans un univers confiné, son atelier sans fenêtre, à la lumière zénithale, éclairé par le ciel, un caisson sensoriel dans lequel le peintre s'immerge quotidiennement. Il y réfléchit de longues heures avant de se résoudre à passer à l'action. Son travail est lent, comme est lente la mise en place des formes incertaines, enrichies du monde extérieur, comme un orchestre symphonique imaginaire composé de poètes, de peintres, de musiciens, de René Char à Henri Michaud, de Soulages à Riopelle ou Hartung, de Varèse à Pierre Boulez. Zhao Wookie se félicite de peindre. Son monde est aérien, il aime la vie. Ses amis encore de ce monde me le diront, il aimait la célébration. Jean Lescure lui écrira ces magnifiques mots, modeste, souriant, tout en élégance, on est content que tu existes. Avec toi, on se plaît, on aime ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu es. Dominique de Villepin me dira, on ne peut aimer sa peinture sans aimer l'homme. Il y a là une adéquation bien particulière qui reflète une époque passée. Ma propre génération ne peut qu'admirer ce temps où les artistes vivaient plus ensemble, toutes origines et disciplines confondues, tous présents lors des vernissages, comme en témoignent ces photographies qui nous montrent des groupes joyeux qui savourent le fait d'être ensemble. À cette époque, les relations entre artistes étaient plus simples, étaient plus directes, sans hiérarchie aucune. Ce qui primait au-delà des partis pris, c'était l'estime que l'on avait pour les uns et pour les autres. Zhao Wookie fait la cuisine, joue beaucoup au tennis, partage le goût des voitures de sport avec son ami Riopelle. Jean-Michel Maury se souvient du bleu de sa Mercedes. Il voyage de ce grand tour aux États-Unis avec Pierre Soulages et sa femme Colette. On sait et on se taira sur les peines et les tragédies
que tout homme traverse dans sa vie amoureuse. Zhao Qi en aura sa part, des moments de détresse qui se conjuguent avec des bonheurs et des passions qui culminent dans ce bouleversant hommage à sa dernière compagne Françoise. Magnifique peinture où éclate la joie de vivre. Des hommages, il n'arrêtera pas d'en produire. Plus de 25 peintures rendront hommage à ce qu'il admire. Attitude proche de l'effacement qui lui permettra d'atteindre une forme de sagesse supérieure. De la copie des maîtres à ses débuts, il prend le tournant de la peinture abstraite dans les années 50, où il se découvre une grande proximité stylistique avec Paul Klee. Il doit franchir des seuils. Il ne craint pas de faire coexister les cultures et préfère ignorer les différences ou possibles incompatibilités pour inventer son propre langage, une vision toute personnelle du monde. Les tableaux de Zhao Qi ne racontent rien. D'ailleurs, il n'aime pas parler de sa peinture, ni l'expliquer. Et c'est vrai qu'au fond, elle se passe de mots. Zhao Qi sait que la peinture chinoise demande une grande agilité du regard, ce qui n'est pas très européen. Pour lui, un tableau se regarde et se parcourt. Il disait d'ailleurs que les livres étaient ennuyeux à lire, alors qu'en peinture, le spectateur va comme il veut et décide visuellement de son trajet dans l'espace du tableau. Au premier regard, les peintures de Zhao Qi ressemblent à des paysages. Pourtant, le peintre n'aime pas les paysages. Ces peintures n'en sont pas, elles en sont presque. Chez Zhao Qi, nous sommes confrontés à des univers plus larges, où sont représentés de multiples espaces qui glissent et s'enchevêtrent, sans repères, sans architecture visible. Ces tableaux sont en constante expansion. La nature est là, ou plutôt, elle semble être là. On la perçoit, on la reconnaît, puis elle disparaît, elle n'est plus là. Ce doit être elle, pourtant, soudain, elle n'est plus détaillée. Elle s'évanouit et se fond dans la lumière aveuglante et dans la couleur qui se fige. Zhao Qi insuffle la vie à la couleur. Il fait de la couleur un véritable langage. Les stridences sont nombreuses et la couleur déborde souvent et pénètre librement au-delà des figures. Son refus de peindre d'après nature est significatif, même s'il commettra quelques aquarelles sur le motif au moment de sa vie. Il préfère s'abstraire du modèle, il ne copie pas, il n'interprète pas. La nature n'est pas non plus son seul modèle. Je suis, tu es, il est, nous sommes, ces modèles comme faisant partie d'un tout. Le tableau n'a pas besoin d'être reconnu, n'a pas besoin de titre. Zhao Qi n'a pas de sujet. Il embrasse le monde et le célèbre. Et pour cela, tous les moyens techniques sont utilisés pour rendre chaque tableau brillant et sonore. Zhao Qi est à la fois le chef d'orchestre et l'instrumentiste. Il maîtrise tous ses outils de peintre avec talent, doué d'une grande dextérité, c'est aussi un virtuose. Dans ses tableaux vibre la lumière et souffle le vent. De son apprentissage de peintre et de calligraphe, il multiplie les mouvements et les déliés de ses pinceaux dont les traces sont quasiment invisibles. Travail minutieux, couche par couche, pour nous révéler et faire surgir de vastes plages liquides immenses. Superposition, chevauchement, recouvrement, transparence, coulée libre, qui permet de faire passer la lumière d'une sombre obscurité à l'éblouissement. Pour parachever l'apprentissage du maître, j'espère que ces simples mots provoqueront chez vous le furieux désir de découvrir les grands formats qui seront exposés à la fin du mois de mai au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Laissez-moi encore vous présenter maintenant ici sur nos écrans un de ses plus beaux tableaux qui me touche particulièrement. Synthèse réussie de son long parcours, tableau que je qualifierais d'universel. Il est modestement intitulé « Hommage à Matisse ». Cette toile est admirable et reprend le thème de prédilection de Matisse, la fenêtre. 4 larges bandes de couleurs, si bien brossées, encadrent l'immensité, le vide cosmogonique, la grande fenêtre sur l'abîme, la recherche de l'ineffable et de l'intemporel. J'imagine que c'est en traversant cette grande obscurité qui hanta l'artiste et qui nous hante encore tous aujourd'hui que le peintre a trouvé son chemin et réuni l'impensable. Merci Zhao Qi.
Merci. Merci, chers confrères, et soyez le bienvenu dans notre académie. Nous sommes heureux d'accueillir le grand artiste que vous êtes et nous sommes également ravis de pouvoir, ainsi, par votre intermédiaire, renouer les liens avec l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, que vous dirigez. Les histoires avaient en effet conduit nos deux institutions à s'ignorer sensiblement, aimablement au fil du temps. Puisse votre élection faire que nous redevenions des voisins attentifs les uns aux autres et que l'expérience des uns puisse occasionnellement nourrir le travail des autres et inversement. Je vous invite à présent, mesdames et messieurs, à rejoindre justement l'École des Beaux-Arts de Paris où M. Jean-Jacques Ayagon remettra son épée d'académicien à Jean-Marc Bustamante. Je vous précise que l'entrée se fera quai Malaquais. Merci de votre présence. La séance est levée.